Ouais, salut à tous. 144 000, c'est quoi et pourquoi? Alors, ouais, vous voyez bien, les choses ne s'arrangent pas et même c'est de pire en pire, ça va tourner au vinaigre. On le sent bien. Mais il faut savoir 144 000, c'est quoi et pourquoi effectivement les choses doivent changer et en fin de compte, dans quel monde on vit, sur quelle planète on vit pour pouvoir changer les choses. Il y a un moment donné, on voit bien que, bon, que les problèmes sont là, c'est largement répandu, que tout le monde ne comprend pas tous, on n'a pas tous, on gère pas tous les informations de la même manière. J'ai une manière très particulière de gérer les informations dont je dispose, voilà, et aussi d'essayer de les communiquer. Euh, donc, on a une grande problématique de base avec une gouvernance, avec tout un tas d'individus qui sont placés à différents niveaux de la société. Certains ils identifient des acteurs de crise, d'autres effectivement ceci ou cela. Le problème n'est pas là, il est tout autre. Il y a un moment donné, est-ce que nous-mêmes, on accepte de se remettre en question? Est-ce qu'on accepte de voir le monde d'une autre manière? Alors, il y a des gens qui veulent une civilisation humaine, il y en a qui veulent retourner dans la société de consommation, il y en a qui veulent juste sauver leurs enfants, il y en a ils ont des ambitions politiques ou ceci ou cela. Donc, il y a bien un moment donné où il va falloir s'accorder sur nos violons et de savoir réellement déjà avoir des bases sur notre environnement et de comprendre que peut-être et sûrement on n'est pas la seule forme d'intelligence dans cet univers et qu'on n'est peut-être pas nous-mêmes les plus malins. Alors, 144 000, c'est quoi et pourquoi? Il va falloir clarifier un petit peu la situation. Alors, ça a démarré très très tôt. On a démarré avec les Gilets jaunes. On va partir à peu près de là pour essayer de s'en faire une idée. Alors, on se retrouve avec une population qui est agacée, qu'on a à la casquette, parce qu'effectivement, métro, boulot, dodo, travailler comme des esclaves, le prix de l'essence augmente, on n'a plus les moyens d'acheter quoi que ce soit, et la vie devient un enfer, et on voit bien que le monde qu'on va livrer à nos enfants va vite tourner au cauchemar. On était loin de la situation qu'on a là aujourd'hui, et fondamentalement, on se retrouve avec deux camps bien distincts, c'est-à-dire les populations d'une part, voilà, qui sont à la base, voilà, et donc des individus au sommet. Alors, ces individus au sommet, on, quand on regarde la société en elle-même, eh ben, on voit bien que ça a une petite particularité très spécifique. Ça a cette particularité de très spécifique que c'est quand même assez remarquable. Alors, dans cette propriété de structure remarquable, puisque effectivement c'est plutôt mon domaine, l'ingénierie structurelle, je fais des algorithmes depuis que je suis tout petit. Voilà, à 7 ans, on avait déjà des ordinateurs. À l'époque, les enfants en France n'en avaient pas, mais c'était, on va dire, mon hobby pour pouvoir faire des calculs. Ça a été tout à fait apprendre les langages binaires de base, le DOS, tout ce que vous avez. Et donc, je suis devenu un grand spécialiste des algorithmes et des rapports structurels. J'ai une formation de menuisier, j'ai appris tout un tas de trucs, j'ai fait tout un tas de métiers dans ma vie qui m'ont permis d'acquérir et d'approfondir ce principe d'ingénierie structurelle dans l'art et les métiers que j'ai pratiqués, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on appelle l'art de maîtrise, ce qui me donne certaines particularités. Donc, comprendre comment je fonctionne, c'est aussi comprendre comment fonctionne ma propre nature. Je ne suis pas lié à l'argent ni quoi que ce soit. J'ai juste, comme de par nature, le fait de vivre mon vivant et effectivement d'avancer là où je vais et découvrir cet univers et de comprendre ce qu'il est. C'est ce qui donne aussi ma particularité. Donc, il n'y a pas de top secret là-dedans, il n'y a donc rien de ça. Et j'ai toujours à cœur de partager ce que je sais. Du moins, ce que je sais, je pensais que quelque part, je le savais.
Maintenant, je sais que ça ne dépend pas de moi et j'en apprends avec vous et je le partage. Voilà, donc comme ça, on n'a pas besoin d'avoir les flics qui enflent. Il ne m'en reste plus qu'une, donc je vais essayer de l'économiser. Alors, on se retrouve avec une société qui est très particulière et des gens qui sont au plus haut sommet de l'État avec des logos et on se retrouve qu'on nous parle, fut un moment, d'un nouvel ordre mondial et on nous assigne encore et encore ces logos. Alors, structurellement, ça pose problème parce que on se retrouve avec une société qui est de même forme et techniquement parlant, d'individus qui se dotent effectivement de compas et d'équerres dans l'art d'administrer la société. Donc ça, ils s'en sont pas cachés. Toutes les gouvernances le savent. L'ensemble de la société, du moment qu'ils allaient au restaurant, tralali, tralala, ça n'avait pas tellement l'air de les gêner. Surtout que l'histoire humaine, des francs-maçons, il y en a tout un paquet, avec des noms illustres, j'en passe et des meilleurs, des avancées philosophiques, des avancées morales et parfois immorales au plus possible. On se demande dans quel camp cela est simplement. Apparemment, ils ont l'air d'être là à chaque fois qu'il s'agit d'administrer la société. Il ne s'agit pas là de juger de ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas, mais bien d'avoir affaire à la compréhension de ici en bas, il y a un savoir de base, c'est juste pour aller au boulot et effectivement encaisser une fonction, tout en acceptant d'être administré, puisque techniquement parlant, les individus vont donner leur représentation à un sommet, voilà, et effectivement, du moment qu'on leur permet d'aller au restaurant, métro, boulot dodo, de s'acheter une voiture et de consommer tant qu'ils veulent, que puissent crever l'un dans le coin, ça n'a pas l'air de déranger tout à fait tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ouais, parce que l'hypocrisie humaine de la base qui prétendrait que ce soit le sommet, la base ne s'inquiète pas réellement de ce qui peut arriver, même à son voisin. Tiens, il est mort de quoi? Oh, patati patata. Oh, bah, je continue mon chemin. Donc, fondamentalement, cette société humaine, donc, on peut la remarquer et on remarque forcément son type d'administration qui est bien antérieur à la connaissance de ce logo. Voilà. Quand on étudie un peu plus le rapport, on a donc affaire à une société qui est là et on appelle ça le culte des maîtres bâtisseurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le culte des maîtres bâtisseurs? Il fallait bien chercher, il faut bien essayer de trouver pour comprendre ce à quoi correspond cette petite histoire avec effectivement des savoirs cachés, des sociétés secrètes, soit une enquête à la Mister Colombo. Ça n'a pas l'air très simple comme ça, mais en vérité, quand on suit tout simplement et qu'on n'essaye pas de détourner ou qu'on n'y met pas de jugement, on arrive à en tirer les leçons. Alors, bien que effectivement, bah, ce logo n'était pas connu avant une certaine époque, c'est-à-dire il y a près de 300 ans, on se retrouve toujours avec le secret des bâtisseurs et le secret des Égyptiens. Ah, bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On se retrouve avec une pyramide et tout ça, patati patata, nanani nana. On dit, mais on ne comprend pas. Il y a donc une problématique qui doit être là. Je ne comprends pas, donc il faut que j'analyse effectivement la structure par elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah, bizarrement, elle est bizarre cette pyramide. C'est une pyramide à base carrée. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette pyramide de spécifique que d'autres choses n'ont pas? C'est ça le problème, la problématique. Alors, je me retrouve avec une pyramide à base carrée, voilà, voilà, avec certaines proportions qui font en sorte effectivement de me réfléchir la mathématique universelle. Donc, une structure pyramide possède les propriétés de mathématiques de l'univers. Techniquement, jusqu'ici, ça va. Donc, on pourrait trouver ça bizarre. C'est les proportions qu'ils ont calculées pour englober effectivement la vitesse de la lumière, tout ce qui va. Donc, il n'y a pas de problème. Jusque-là, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la mathématique, moi, je le sais, puisque effectivement, derrière, j'ai suffisamment appris de choses pour comprendre que les propriétés de mathématiques d'une pyramide ne sont pas celles d'une sphère. C'est très différent puisque la formulation n'est pas la même et elle n'est donc pas la même que celui du cube.
C'est très très différent encore une fois. Ce qui confère que la mathématique est le langage du volume qui la contient. Donc, effectivement, jusque-là, euh, pas d'ambiguïté, cette structure possède bien toute la mathématique universelle. Donc, elle en a forcément les propriétés dimensionnelles. Alors, quelles sont ces propriétés dimensionnelles et donc la législation qui lui confère ces propriétés très caractéristiques d'un point de vue structurel. C'est normal, c'est de l'ingénierie structurelle, et donc je ne pense pas réellement comme monsieur, madame, tout le monde, comme vous auriez pu le remarquer. Alors, du coup, puisque je sais que la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, ce n'est donc pas cette épreuve à passer, et cela ne me confère donc aucun problème. Alors, d'un point de vue dimensionnel, si effectivement la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, je me retrouve avec une autre problématique. D'un point de vue dimensionnel, pour monsieur, madame, tout le monde, on va dire que on vit dans un univers en trois dimensions. Hop, hop, le haut, le bas, le devant, le derrière, et les notions de côté. Ah bah mince, ça m'en fait que trois. J'ai donc que trois dimensions. Donc là, ça pose problème, parce que si je réfléchis comme monsieur, madame, tout le monde, je me dis que ça colle pas. Je vis dans un monde en trois dimensions et fondamentalement, puisque cela possède les caractéristiques dimensionnelles, puisque cela possède la mathématique universelle, cela possède forcément les caractéristiques dimensionnelles. C'est donc que les Égyptiens maîtrisaient, du moins quand je parle des Égyptiens, parce qu'à l'époque ça ne s'appelait pas des Égyptiens, on appelle ça les bâtisseurs. Ils possédaient donc un savoir qui était tout autre et d'une toute autre nature. Alors, techniquement parlant, la différence entre moi et un crayon, c'est que moi, je peux percevoir le crayon distinctement et je peux relever ses caractéristiques dimensionnelles et donc je possède, techniquement parlant, une dimensionnalité différente ou supérieure d'un point de vue cognitif par rapport à ce crayon. C'est donc forcément que je possède, effectivement, comme les Égyptiens le disaient, le domaine de l'esprit. Donc les Égyptiens savaient très bien qu'il y avait une quatrième dimension qui représente celle de l'esprit. Donc effectivement, je suis une créature tridimensionnelle qui possède une dimension supérieure, celle de l'esprit qui emplit l'univers et de ses lois, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Ce problème étant réglé, je sais donc fondamentalement que je suis dans un univers qui est lui-même en quatre dimensions et que moi-même, en tant qu'individu, je perçois cet univers dans quatre dimensions physiques. Ma position est bien celle-ci, voilà, forcément, puisque ça, c'est l'univers lui-même dans sa valeur de base et sa nature structurelle, et moi, créature, à vivre dans la trinité dimensionnelle. Ça n'est pas tout. Si la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, ça n'est toujours pas la législation qui permet d'établir une règle dimensionnelle ou une règle élémentaire qui vaut de loi dans cet univers. C'est donc là toute la problématique, puisqu'on se retrouve avec des gens qui sont à la base, qui ne possèdent pas le savoir dit des bâtisseurs, et que le rapport de force entre la base et le sommet, il est trop évident qu'il est en plus très violent, puisque le modèle de perception que les individus ont hérité dans le système scolaire n'est pas à la hauteur de ceux qui les dirigent. On a donc affaire à une civilisation qui supplante une autre civilisation mineure, nous les hommes sur la Terre, et qui, dans un déni de perception, puisqu'on est rendu aveugle, puisqu'on est contraint de croire qu'on vit en trois dimensions, alors qu'en vérité, on a la valeur de l'esprit, nous annihilons systématiquement cette valeur-là et foncièrement, l'homme, donc, puisque c'était quelqu'un qui m'a dit, oui, mais les gens, ils n'ont que cinq sens. J'ai dit, mais comment ça, les gens n'ont que cinq sens? Pour moi, c'est une évidence que j'ai l'esprit. Je sais que je possède effectivement cinq sens,
Mais ces cinq sens sont subordonnés à un sens majeur qui est celui de l'esprit. Donc, je sais très bien que j'ai six sens. Or, le système scolaire lui-même enseigne aux hommes qui n'ont que cinq sens. Donc, foncièrement, ils annihilent automatiquement. C'est comme un automatisme où, si vous devez réfléchir, on vous dit, vous dites, vous vous auto-persuadez que vous ne devez pas réfléchir, vous avez le choix entre ça ou ça. Et donc, vous êtes subordonné à deux techniques de choix dont, en plus, vous n'êtes pas le personnel référent dans le cadre de choisir. Alors, effectivement, 144 000, c'est la structure de l'univers d'un point de vue mathématique dimensionnel. Alors, oui, on se retrouve avec cette problématique où je sais que la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, la sphère pour la sphère, la pyramide pour la pyramide, le cylindre pour le cylindre, le demi-cylindre pour le demi-cylindre, et donc tout un tas de formulations mathématiques qui sont spécifiques au volume qui les côtoie. Puisque forcément, chaque formulation va pouvoir nous établir une règle dimensionnelle qui gère chacun des volumes quoi qu'il en soit, puisqu'effectivement, un carré et un rond, effectivement, n'ont pas du tout la même formulation et donc pas du tout la même mathématique. Alors, il faut donc reprendre de départ. Effectivement, c'est qui suis-je dans l'univers? Moi-même, vous-même ou un individu? Quelle est donc cette notion? Donc, on peut s'apercevoir réellement que d'un point de vue dimensionnel, cette pyramide possède en elle-même quatre côtés, voilà, qui correspondent aux quatre versions dimensionnelles du monde dans lequel nous vivons. Dessus, ça fait une espèce de croix, patati patata, qui correspondent à chacune des dimensions. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la pyramide n'est pas dotée effectivement que de ces quatre côtés qui sont visibles vus du dessus. Elle est dotée d'un fondement. Son fondement, effectivement, c'est effectivement récupérer d'un point de vue humain la représentativité des individus et de la transférer au sommet. Jusque-là, si on ne fait pas attention, on se dit, je ne vois pas le lien. Eh bien, figurez-vous que s'il y en a un dans un repère dimensionnel, un point de repère est représenté. Mais le représenté n'existe que par la notion de représentativité. Donc, chaque individu, comme point de repère représenté, est son propre représentant. Et c'est donc ses capacités de représentativité lui-même qui lui appartiennent et qu'on lui demande de concéder en passant par les urnes. Une urne, dans le modèle égyptien, c'est un tombeau. C'est effectivement un cercueil. Ça veut dire que vous acceptez d'être mort en fonction, effectivement, de celui avec qui vous avez délégué votre pouvoir personnel, puisqu'effectivement, vous n'avez que trois manières de concéder votre représentativité. Vous existez en tant que point de repère représenté, vous êtes vous-même votre propre représentant. Si vous mourrez, vous avez concédé votre représentativité. Votre représentativité ne vous appartient plus. Secondo, si effectivement vous êtes vivant et que il vous arrive un accident avant la fin de votre vie, vous avez aussi concédé votre représentativité. Vous n'existez plus. Tertio, vous exercez votre représentativité, mais effectivement, vous appelez un ami ou un appli vous appelle et il vous demande tout simplement, excuse-moi mon coco, est-ce que tu veux bien me donner ta représentativité pour un déménagement? Oui, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème, tu es mon ami et effectivement, je vais te donner ce que je suis de représentativité, ma capacité capacitive, voilà, à pouvoir t'aider et donc à faire de mes mains les tiennes pour pouvoir te donner un coup de main. Imaginez que cet ami vous garde chez lui et vous dit, puisque tu m'as donné ta représentativité, je suis ton représentant et je te garde indéfiniment chez moi. Quand on est deux, oui, c'est plus pratique. Tu peux lui dire, la porte, elle est par là, écoute, ou moi, je prends la porte et on en reste là, et cela se finit ainsi. Malheureusement, quand ce schéma-là, il est accepté comme modèle sociétal par absolument tout le monde, cela va permettre effectivement à ceux qui le dirigent d'induire les gens en erreur en leur disant ça c'est le modèle sociétal tout à fait normal, vous me donnez votre représentativité et moi je vous administre et légalement
je suis votre roi, votre potentat, et celui qui n'est pas content, j'en prends, je les désigne, ceux-là seront les forces de sécurité, ceux-ci seront ceux-là, et ainsi de suite. Ils ne sont plus que des objets. C'est bien pour ça qu'un objet ne peut pas exercer sa représentativité. Il n'a pas de pouvoir sur lui-même, si ce n'est le temps, lui-même à travers le temps et sa capacité de résistance. C'est ce qu'on appelle la résistance des matériaux, quelque chose que j'ai étudié là aussi. C'est pour ça qu'effectivement, l'ingénierie structurelle, c'est aussi mon domaine. Donc, techniquement parlant, si vous donnez votre représentativité à quelqu'un et que c'est c'est nominatif, voilà, et là, c'est un rapport constitutionnel, voilà, puisque dans la Constitution, chaque individu est géré par un représentant. Et ça, c'est accepté par absolument tout le monde. Donc, du coup, tout le monde est d'accord de ne pas avoir sa représentativité et de n'être effectivement entre les mains de ceux qui les dirigent des objets. Mais ça, personne ne pouvait s'en apercevoir parce que personne ne pouvait percevoir ça d'après les maîtres bâtisseurs et le savoir d'influence qu'ils avaient sur les individus. Alors, effectivement, ces individus, à travers les âges et le temps, ils ont établi tout un système de codage où, effectivement, avec la pyramide, il nous est livré un sphinx et en plus un obélix. Et avec une notice qui se nomme le livre des morts. Oui, 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 vous entendez bien, le livre des morts. Alors, le livre des morts, il est très ancien, il raconte l'histoire du vivant sur la Terre jusqu'au moment où il doit passer la porte pour l'au-delà, voilà, en y amenant quelque chose. On appelle ça la fameuse pesée des cœurs. C'est ce qu'on appelle le jugement. On le retrouve à la fois dans la Torah, on le retrouve dans la Bible et dans le Coran. Alors, sincèrement, ces gens-là qui avaient le savoir, on se demande, parce que ce livre, il va décrire toute la période de quand ils sont installés jusqu'à une période de fin des temps, puisque on retrouve cette version dans la Torah, ce qui va nous raconter entre une certaine époque et au moment de ce qu'on appellera le jugement dernier, et d'un point de vue biblique, idem, et dans le Coran, idem. Donc, ce qu'on appelle l'Apocalypse, la Révélation, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, il faut comprendre ceci, ils nous disent, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, la vérité, on doit se baser sur le savoir des bâtisseurs, puisque fondamentalement, c'est ce qui permet de connaître tout un tas de formulations. Moi, par rapport à tout ce qui m'entoure, j'ai un rapport de constance qui est 3,14. C'est le point par le rayon à premier rapport de constance diamétral, c'est-à-dire en mode miroir, de 3,14. Quand il a un rapport de section par le demi-section dans la valeur pentagonale, il nous donne la section du nombre d'or par rapport à une valeur 1. Donc, ça nous donne à la fois les principes de calcul de base et élémentaire des mathématiques. Dans une valeur hexagonale, on a la valeur de la coudée royale, 0,52 machin chose, tralali, tralala. Donc, c'est quelque chose de très précis. Voilà. Donc, face à comprendre que nous avons des problèmes sociétaux et de l'art de nous en tirer, c'est de comprendre non pas là où on est emmerdé, mais la forme d'intelligence qui nous l'a imposée. C'est donc deux procédés très très différents. Là, j'ai juste l'impression que je suis dans la merde et que au final, cette merde, bah, c'est ma merde au quotidien, c'est-à-dire j'ai un problème de logement, j'ai un problème au tribunal, j'ai un problème ceci, j'ai mes enfants qui restent de se faire piquer, j'ai patati patata, où tout le monde part en sucette parce que personne, fondamentalement, ne peut s'entendre. Alors, du coup, ça pose réellement problème. Et donc, je n'ai pas la même réflexion que tout le monde et vous aurez pu le remarquer, surtout dans la manière dont je travaille. Donc, il faut comprendre que on doit comprendre la forme d'intelligence qui nous manipule et nous dirige. Surtout que, au final, elle nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ah bah mince alors, mais c'est quoi cette vérité? Et dans ces livres-là, on a tout un système d'appellation, et là, faut bien arriver à comprendre. On a la quête du Saint Graal, j'en passe, et des meilleurs, où effectivement, bah on te dit la vérité, c'est Dieu. Bah tu dis, bah, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bordel? Comment ça, la vérité, c'est Dieu? Je comprends pas un mot de ce qu'il dit. Dieu, c'est quoi? Bah, un grand barbu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une idée.
Donc, il y aura un grand barbu qui vivra lui-même dans un univers, et en plus de ça, comme il vit dans un univers, il aurait lui-même un dieu. Et donc, il y aura un autre barbu qui vivrait lui-même dans un univers et qui aurait lui-même un dieu. Ben, c'est compliqué ton histoire. Parce que les représentations de Dieu, patati patata, on ne comprend pas du tout. Ben là, vraiment, on est perdu. Ah non, c'est pas ça. Eh ben, il faut retourner déjà dans la base de la connaissance qui est de nature dimensionnelle et dont la représentativité vaut de loi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Eh ben, figure-toi que le point de repère dans l'abscisse et l'ordonnée, et là, il faut utiliser un langage qui est purement mathématique, d'accord, puisque la mathématique, c'est le langage du volume, même du volume sans cloison. C'est le langage du volume qui la contient. Donc, on est obligé de parler mathématiques. C'est évident. Donc, un point de repère dans l'abscisse et l'ordonnée, dans le repère dimensionné, on appelle ça une image. Mais c'est une image qui est coordonnée par définition. C'est donc la définition de l'image qui est le rapport d'unité. Bah ouais, mais ça, alors là, je dis ça, on dit ouais, mais Dieu, c'est le Tawahid, c'est l'unicité, patati, patata. Bah, je dis ça tombe très bien parce que ça, c'est une unité, c'est une unicité. Donc, on définit l'image d'un état unifié. Donc, on tombe pile poil dedans. Donc la représentativité, c'est Dieu de par la loi. Et c'est donc les lois qui régissent l'ensemble de toute structure dans l'univers, de la plus petite particule de l'univers jusqu'à cela. Donc, en vérité, ceux qui nous cassent la gueule, ils nous demandent juste de savoir si on est au courant qu'on a une législation dans l'univers et que dans cet univers, bizarrement, on n'est pas, il n'y a pas de dominant-dominé parce qu'ils nous ont récupéré, on était très primitifs et que, en vérité, on est ce qu'on appelle des alter-égaux. Et que donc, chacun d'entre nous exerce lui-même sa propre représentativité à partir du moment où il ne nuit à personne. Et là, on retombe sur les textes, aime ton prochain comme toi-même, l'autre est un autre que toi, chacun, c'est chacun avec Dieu, c'est chacun qui règle son problème avec eux à partir du moment où il ne nuit pas aux autres. Tous les textes sont concordants et les mathématiques et absolument toutes les sciences et tout le savoir. C'est normal, je ne peux pas me permettre de parier une seule vie humaine sur ma propre opinion. Donc, il faut bien une méthodologie de travail. Bien sûr, le travail est assez mâché parce que ça vous évite de chercher de tous les côtés, mais derrière, vous pouvez complémenter avec le travail que vous avez déjà fait sur vous-même et dans l'art d'avancer. Alors, oui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ok, on a compris qu'on était des êtres égaux et qu'on voulait une civilisation où on ne serait pas que des humains, mais bien des êtres humains parce qu'on est doté de la notion supplémentaire qui est la notion spirituelle, qui est la notion de l'être. L'humain, c'est la notion dimensionnelle, dit matière. L'hume, c'est la matière, c'est la terre, c'est effectivement ces côtés où bah, ça, c'est humain, mais ça n'est pas un être humain parce que ça n'est pas les capacités cognitives telles que nous les avons. C'est donc aussi une maîtrise des mots et du verbe dans le langage et dans l'échange, surtout dans l'art d'être très précis dans les mots qu'on dit. Alors, que nous disons. Donc, il faut comprendre que alors on est livré à une énigme qui est celle du sphinx qui, au matin, est à quatre pattes. Bah, forcément, on sait, on est au courant parce que quatre pattes, c'est un rapport dimensionnel. C'est donc quatre dimensions, quatre pattes. Deux pattes le midi, bah, l'univers, il est binaire, c'est un système binaire, voilà, plus moins, d'un point de vue énergétique, c'est deux pattes le midi et trois pattes le soir. Dans sa globalité et dans la pénombre de la nuit, nous ne pouvons le percevoir que par l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle. C'est donc la valeur trinitaire de toute chose, c'est-à-dire l'univers dans sa perception physique et dimensionnelle via la perception spirituelle et dimensionnelle. C'est donc des secrets dits glyphiques qui nous permettent d'accéder à cette épreuve, non pas parce que nous pensons que nous sommes prisonniers d'une société où vous voyez qu'on ne nous fait que nous mentir. Si la porte de sortie, si vous connaîtrez la vérité, Dieu et la loi, et qu'il nous l'a enseigné pendant des millénaires, et c'est surtout dans la paix, c'est pas pour qu'on se rentre dedans. C'est pas du tout pour qu'on se rentre dedans.
C'est est-ce que nous sommes prisonniers de l'illusion du monde dans lequel nous vivons parce que nous nous sommes habitués à vivre dans un monde déshumanisé ou est-ce que nous sommes capables d'aller plus loin? Mais en ayant compris, non pas simplement que nous sommes des êtres humains, mais qu'il y a bien une législation au-delà de nous-mêmes qui régisse l'univers, même si on n'est pas là, et qui doit servir de modèle aux générations futures. C'est dans cet espoir seulement que, effectivement, j'ai toujours agi dans toutes ces années. Effectivement, vous avez pu me voir aux côtés de beaucoup d'individus, beaucoup de personnes, où, bien sûr, c'était d'abord la notion de réveil qui primait dans l'art d'être en contact avec des populations et surtout de les emmener à comprendre le travail que je faisais dans l'art de restituer ce que l'univers a de loi et qui se passe de moi. Nous le faisons moi-même dans l'art et la manière de ne pas être indispensable aux générations futures, mais bien de faire mon devoir en tant qu'être humain, en tant que fils de cette nation, et mon devoir de civilisation en tant que père et grand-père. Je le fais en toute confiance de chaque être humain qui serait apte à avoir de la conscience. Je ne me permettrai pas de mettre entre les mains des hommes effectivement, une solution qui serait basée sur mon opinion, je l'en fais voir, mais bien d'éclairer chaque homme avec des schémas techniques et toute la possibilité verbale que vous avez de pouvoir me rencontrer, de vous connecter et même de que je puisse vous parler. C'est donc ça seulement qui doit animer chacun de nos cœurs en faisant valoir que ceux qui prétendent à être humains devraient connaître déjà les lois qui régissent l'univers et qui confèrent à chaque individu son droit personnel à se représenter lui-même sans jamais être jugé. Ne juge pas ton prochain puisque tu vois bien que tu prétends qu'il a une paille dans l'œil et tu en es une poutre. Donc c'est vraiment très compliqué. Il y a donc effectivement, nul ne vient à Dieu en passant pas par moi. Moi, c'est effectivement, c'est un secret puisque c'est la valeur de flux. Là, vous voyez le fameux glyphe. Quand on le retourne, c'est effectivement la trinité dimensionnelle, le rapport du cercle et le fameux rapport de constance diamètre, c'est le fameux moi. Voilà, qui permet effectivement, par le secret du point, de connaître le premier rapport de constance 3,14. C'est le premier nom de Dieu cité dans la Torah et qui a une valeur numérique. C'est ça, ça vient des livres anciens, c'est ce qui permet d'affirmer ce que je dis, non pas simplement parce que je le dis, mais parce que cela découle de la logique. Donc, je n'y ai rien trouvé, si ce n'est ce qui était déjà là et qui régit l'univers tout entier. Je vous en prie, ne suivez pas des gens qui vont vous dire levez-vous contre des potentats qui dirigent une pyramide, ceci, cela. Ce qui nous est demandé, c'est bien de répondre à l'épreuve des pyramides, puisqu'on nous a dit que à une période très très reculée de là où ça avait commencé, c'est-à-dire aujourd'hui, nous serions suffisamment nombreux pour pouvoir répondre à l'énigme du sphinx, qui est à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir, la valeur trinitaire de toute chose, et d'accepter Dieu comme valeur de loi, puisque c'était la seule vérité. Fondamentalement, je suis en vérité, effectivement, définition imagée de l'État unifié, non pas moi, Dieu, mais bien soumise à ses lois, puisque j'existe par représentativité, et je sais très bien qu'en vérité, chacun a le droit de disposer de lui-même dans l'art de ne pas nuire à son prochain. C'est donc par le raisonnement un seul, unique et imbriqué que vous apprenez chez vous à vos enfants dans l'art de partager et nourriture et bonheur et chagrin parfois. Et qui doit permettre au fait que cette machine va s'arrêter si effectivement, dans le nombre par la structure, nous reconnaissons la valeur de loi. Or, à cet édifice, il y manque un artefact. Cet artefact se trouve à Paris, place de la Concorde, et c'est le fameux obélix qui est placé, bien sûr, pour marquer la concorde de l'accord du pacte que nous signons avec Dieu en disant oui, nous acceptons cette loi comme valeur de loi. C'est là, et cela a toujours été mon but, réunir les 144 000 des âmes qui sont justes dans la justesse et dans la maîtrise du soi.
Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la violence. Cela ne nous emmènerait nulle part et surtout si c'est pour retourner dans un monde de merde où le seul but ce serait de voir mourir nos frères à même le sol juste pour retourner au restaurant. Nous serions des hypocrites nous-mêmes et nous ne mériterions pas la vie que nous avons déjà eue et effectivement nous serions un barrage aux générations futures. Vous voyez bien qu'ils ont verrouillé le système et ils attendent que nous réagissions. Maintenant, quel type de réaction allons-nous avoir et serons-nous nous-mêmes les plus nombreux? J'ai toujours fait preuve de raisonnement, d'entendement, parfois d'emportement pour remettre les choses en place. J'ai participé à de nombreuses actions pour réveiller les gens et essayer de faire comprendre, non pas avec violence ni même véhémence, mais bien dans le fait d'arriver nous-mêmes dans la concorde à un accord de nous vivons dans un univers, a-t-il une réglementation? Oui, pour moi, il en a. C'est Dieu mot de loi, Dieu de vérité, il est vérité. J'atteste de ce fait et je ne le renierai pas. Voilà ce qu'il en est, voilà pourquoi je souhaite que chacun d'entre vous prenne conscience que nul ne va au Père sans passer par moi. Le secret du cercle coupé est celui du point levé qui permet à l'humanité d'accéder au fait de savoir que nous sommes équitables. Nous essayons de défendre des libertés dans un monde inéquitable sans vouloir mettre effectivement les bœufs, effectivement, avant la charrue et la charrue avant les bœufs. Il y a un moment donné, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, cela n'est pas possible. Et pour pouvoir gérer ce que nous avons de civilisation humaine, il nous est demandé simplement d'accepter d'accéder à l'équité et aux valeurs morales. C'est à nous qu'il appartient de changer réellement l'angle de vision que nous avons du monde, non pas pour nous-mêmes et notre égoïsme, mais bien parce que nous sommes plus vertueux que cela. Nous sommes capables de raisonner, même si nous ne sommes pas parfaits. Parfait se dit de quelque chose qui est terminé, viendra bien mon jour où je serai parfait, donc terminé, et on ne me verra plus puisqu'il en sera fini de moi. Voilà, je vous remercie bien. Je vous demande de partager le mieux que vous pouvez, de pouvoir en discuter, raisonner. Le monde de Dieu n'est pas celui des hommes. Vous le savez maintenant. Je vous demande simplement d'en prendre toute la mesure et de partager âprement et surtout, gardez-vous bien et gardez vos proches dans l'entendement. Je vous remercie. Bonne continuation à tous. La lutte continue. Ce rassemblement sera prévu pour le 6, le 7 et le 8 septembre, jour de la signature de la fin des temps, puisque, effectivement, vous voyez bien, euh, là, c'est encore des corrélations écrites qui permettent d'en déduire que ce sera ce jour-là où, effectivement, il faudra être présent et que si nous manquons ce rendez-vous, nous allons le regretter âprement. Voilà ce que j'ai à en dire et je vous remercie. Surtout dans la paix et que la paix vous garde.